Alors, nous commençons. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Prerna. Je suis la coordinatrice chez Empower. Et avant de commencer, je voudrais vous informer qu'il y a un léger changement, que notre orateur sera M. Dr. Frank Biaï pour la session. D'accord, qui s'intitulait Quantification et planification des approvisionnements. Bonjour, Monsieur Dr. Biaï. Vous pouvez m'entendre? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que je peux partager mon écran? Vous pouvez partager. Vous pouvez partager, merci. Est-ce que c'est visible? Oui. Alors, Monsieur Biaï, parole à vous. Merci. Merci beaucoup, Rena. J'ouvre ma caméra juste pour que vous puissiez me voir quelques minutes. J'espère que vous me voyez. Oui, Monsieur Biaï. OK. Merci beaucoup. Donc, je vais couper la caméra pour les besoins de connexion. OK, pas de souci. Voilà, comme ça, vous pouvez remettre la présentation. Malheureusement, les connexions Internet qui sont un peu difficiles dans nos pays. Donc, la session d'aujourd'hui, c'est la session qui concerne la quantification et planification des approvisionnements. Je me présente très rapidement. Je suis Franck Biaï. Je travaille au ministère de la Santé actuellement comme directeur du programme national d'approvisionnement en médicaments. Mais j'ai derrière moi plus de 25 ans d'expérience dans la chaîne d'approvisionnement. J'ai été ancien responsable de l'unité de gestion des achats de stock chez le récipiendaire principal public, qui est le ministère de la Santé, pour le financement Fonds mondial. J'ai conseillé plusieurs ministres, notamment en 2001, 2017, 2019, pour tous les aspects liés au secteur pharmaceutique. Je suis un ancien directeur de la direction de la pharmacie et du médicament depuis 2005. Je suis consultant national de plusieurs organisations, y compris des organisations internationales telles que l'OMS, l'UNFPA, ENABEL, Expertise France. J'étais dernièrement d'ailleurs en Guinée-Conakry, où j'ai eu le plaisir de rencontrer des collègues là-bas avec qui j'ai travaillé cette année. Donc, j'ai travaillé dans la chaîne d'approvisionnement depuis plusieurs années et j'ai pu mettre en place dans nos pays et dans les pays qui ont demandé des appuis techniques de systèmes d'information pour les médicaments, mais également le processus de quantification. Merci. On peut passer? Alors, comment va se dérouler la session? Nous verrons très rapidement une petite introduction dans laquelle nous nous trouvons déjà. Nous ferons une présentation, quelques éléments du déroulement de ce webinaire. Nous verrons quelques points clés de la quantification et planification de produits. Nous allons recueillir les difficultés. Nous pensons que nous aurons quand même un peu de temps et nous tirerons nos conclusions. Je pense que dans ce que nous sommes en train de faire, il y a certainement des collègues apprenants qui sont à différents niveaux de module. Il y a peut-être des collègues qui sont au premier module. Ils vont quand même voir le contenu du module 3. Il y a ceux qui sont sur le module 3. Il y a aussi ceux qui ont déjà dépassé le module 3 qui sont ailleurs, qui sont dans d'autres modules. Ça leur fera quand même un rafraîchissement ou une mise à jour très, très importante. On peut passer, s'il vous plaît? Alors, pour que notre webinaire se passe très bien, nous vous prions de couper votre micro et éteindre la caméra. Quand vous voulez poser des questions, veuillez utiliser le chat. C'est la partie avec la messagerie que vous voyez, que vous pouvez voir si vous recherchez bien. Il y a un endroit où vous pouvez écrire votre message et poser des questions. Vous pouvez également lever la main à la fin, quand nous allons atteindre la plage de discussion.
Et ensuite, lorsque vous êtes invité à prendre la parole, on vous donnera. Vous allez allumer la caméra pour que nous puissions vous voir, parce que c'est toujours bien important d'avoir la personne. On pourra se rencontrer demain. Il ne faudra pas qu'on ait l'impression qu'on ne se connaît pas. Nous signalons que le webinaire est enregistré et sera partagé dans les canaux d'Empower School of Health, et aussi la présentation vous sera partagée. La suivante. Alors, l'objectif principal de ce webinaire est de vous donner l'occasion d'examiner un module, de poser des questions auxquelles nous pouvons répondre, mais je signale que je ne serai peut-être pas le seul à pouvoir répondre. Lorsqu'on pose la question, nous savons que nous avons beaucoup derrière nous, pour certains, des expériences, et donc ils peuvent également répondre à ces questions, donner leur expérience, expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà ce que nous allons faire. Nous vous inviterons à un certain moment à répondre à des questions par rapport à votre suivi, à votre travail, l'expérience que vous avez, ainsi que les réponses que vous pouvez partager à tous les collègues qui sont dans ce module. On peut passer? Alors, nous allons établir notre temps de la manière suivante, l'introduction que nous avons déjà commencée, la conduite à tenir que nous venons de passer. Nous verrons pendant 25 minutes l'aperçu général, les 25 autres minutes sur les méthodes de quantification. Nous avons quelques points d'attention qui prendront 15 minutes et enfin la discussion pendant 25 minutes. J'espère que nous aurons le temps pour pouvoir terminer justement cette partie. Nous pouvons aussi terminer avant, cela n'est pas tout à fait interdit. Le suivant. Est-ce que vous pouvez, la présentation a disparu. Est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon maintenant? OK, c'est bon. Donc, nous allons passer au module proprement dit, quantification et planification des approvisionnements. Nous pouvons aller, s'il vous plaît? Alors, pour ceux qui ont déjà démarré le module, je pense que cette présentation, il s'y retrouve. Vous savez que quand vous suivez les cours d'Empower, il est recommandé ardemment de commencer par le cours d'introduction fourni en ligne également par le PNUD. Je pense que vous allez tous commencer par cela, qui vous met en fait dans le terrain pour vous permettre de pouvoir très rapidement vous adapter lorsque les modules d'Empower vont défiler. Donc, nous avions certainement que certains de collègues ont déjà passé cette étape. Il y en a certainement qui sont sur le module 1 d'introduction, le module 2 de produits de santé. Aujourd'hui, nous sommes sur le module 3, qui est la quantification et planification des approvisionnements. Après ce module, vous voyez le module 4, achat public de santé. Donc, dans l'aperçu du cours, nous allons voir en fait l'aperçu général sur la quantification. Nous allons voir la méthode de quantification, les problèmes à considérer lors de la quantification, ainsi que les différentes méthodes, ainsi que les points d'attention. Merci. On peut passer. Brenna, on peut passer. OK. Lorsque vous voyez cet aperçu du premier chapitre, vous voyez très bien que la quantification, en fait, n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas nouveau. La quantification a commencé il y a 3000 ans, je dirais même avant Jésus-Christ. En ce qui concerne l'histoire, la profession de logisticien a débuté en 350 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire nous sommes là à l'âge de bronze. Maintenant, vous voyez, nous avons mis quelques photos de certains ouvrages qui justement expliquent où on peut retrouver les traces, ou si vous voulez expliquer
que la logistique a des origines très anciennes. Et elle remonte, la définition de la logistique remonte dans la période de 2000, avec la construction des pyramides en Égypte. Vous imaginez, pour ceux qui connaissent l'Égypte, ceux qui ont déjà été en Égypte, et ceux qui ont comment je peux dire, qui ont déjà visité l'Égypte ou qui regardent les documentaires sur l'Égypte, qui verront que les pyramides ne pouvaient pas être construites sans la logistique. Donc la logistique a été d'un apport que nous pouvons appeler critique afin de pouvoir arriver au résultat tel que nous le voyons aujourd'hui. Donc la logistique a commencé à très longtemps, même à l'époque phénicienne. Pour ceux qui ont étudié l'histoire ancienne, ils savent que ces peuples ont été de peuples commerçants et vous ne pouvez pas faire le commerce sans la logistique. Après 3000 ans, nous devons, en fait, c'est une interpellation, nous devons être en mesure de le faire et de encore mieux le faire avec toutes les technologies qui sont à notre portée, qui n'ont jamais existé pendant les périodes justement anciennes, comme nous le connaissons, nous le savons à travers l'histoire justement des différents empires qui ont existé. On peut monter? On peut aller, s'il vous plaît, Léna. Alors, lorsque on veut faire une bonne quantification, comme vous le savez, il y a toujours une dualité entre les prévisions et la quantification. Eh bien, nous allons justement parler. La quantification vise que les médicaments soient toujours disponibles. C'est une disponibilité permanente. La quantification vise un approvisionnement adapté à la dynamique du programme. La quantification vise qu'il y ait un minimum de gaspillage. La quantification vise un stock minimum qui ne doit jamais manquer afin de permettre de rendre service aux patients, même lorsque les ressources sont limitées. La quantification vise que tout ce qui est le processus d'approvisionnement puisse être fait selon les coûts les plus bas possibles, mais avec le maximum d'efficacité. La quantification doit permettre des ajustements rationnels afin de pouvoir s'adapter à la demande. Vous le savez, la demande est elle seule qui conditionne justement en amont l'approvisionnement des produits de santé, l'organisation de la planification afin de permettre justement que ces produits puissent être toujours disponibles. La quantification est liée à la gestion rationnelle parce que si la gestion n'est pas rationnelle, les données qui seront remontées pour faire la quantification ne seront pas correctes. Et à ce moment-là, on a beaucoup de chance, ou plutôt de malchance, de tomber sur des ruptures de stock récurrentes. La quantification est faite également pour satisfaire la demande. Et surtout, cette demande, il s'agit des clients satisfaits. Et dans le cas d'espèce, pour ce qui nous concerne, les clients qui sont satisfaits, ce sont les malades qui ne doivent jamais manquer les médicaments. OK. Donc, alors, je disais tout à l'heure qu'il y a une différence que nous faisons entre les prévisions et les quantifications, qui sont parfois des mots utilisés de manière interchangeable, mais pourtant, la démarcation, elle est très simple. La prévision se réfère au long terme, à la projection de besoins futurs, au-delà du prochain achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prévisions peuvent s'expliquer par de besoins exprimés. Besoins exprimés, si je vais prendre un exemple le plus banal possible, eh bien, à quoi chacun rêve dans sa vie? Par exemple, à un certain âge, lorsqu'on a 25 ans, 26 ans, on a terminé l'université, comment on exprime les besoins? OK, je veux trouver du travail, je veux, avec mon salaire ou ce que je veux faire, acheter une maison, acheter une voiture, je vais épouser une femme, on fera des enfants, j'aurai 5 enfants. Ça, ce sont des prévisions. Ce sont des prévisions qu'on peut mettre sur une longue période. Tandis que la quantification va déterminer les besoins actuels en médicaments pour le cycle d'achat qui vient maintenant.
en prenant l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, vous avez prévu d'acheter une maison, d'acheter une voiture, mais vous commencez à travailler, mais vous n'avez pas d'argent pour acheter la voiture. À ce moment-là, vous faites la quantification, au lieu d'acheter la voiture, vous allez acheter le vélo. Donc, les prévisions, c'est l'expression de besoin pour une période assez longue. Tandis que la quantification, c'est dans les besoins que j'ai prévus, dans les besoins que j'ai exprimés, j'ai autant d'argent aujourd'hui, le fonds que j'ai, je le connais, qu'est-ce que je peux faire avec le fonds disponible? À ce moment-là, vous êtes obligé de revoir peut-être vos ambitions à la baisse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de la voiture, vous allez dire, bon, avec ce que j'ai, je vais acheter le vélo. Donc, pour les médicaments, c'est la même chose. Vous aviez pensé que vous deviez, si vous avez vos besoins s'expriment en termes de 10 millions de dollars, c'est un exemple, mais lorsqu'il faut, vous recevez de l'argent, vous n'avez que 2 millions. Donc, vous n'allez pas, avec 2 millions, acheter les fournitures de 10 millions. Vous êtes obligé de décider, avec les 2 millions, j'achète quoi? Ça veut dire revoir les ambitions à la baisse. Ça, donc, les budgets sont disponibles, sont connus, et vous déterminez les besoins. Comment vous allez calculer ces besoins-là en utilisant les fonds dont vous avez, qui sont disponibles. Ça, c'est ce qu'on appelle quantification. Donc, si on veut illustrer les deux, prévision, c'est l'expression de besoin. L'expression. La quantification, c'est maintenant j'ai de l'argent, j'achète quoi avec l'argent que j'ai? Voilà la différence. Quand on fait les prévisions, il n'y a pas de budget, mais on détermine le budget dont on a besoin. Voilà. Alors, on peut passer. Alors, tous ces efforts, tout ce que nous disons concourt à un objectif. Cet objectif qu'on peut appeler le but principal de la quantification est en fait d'avoir des bons produits. Ce sont des bons produits, des produits qu'il faut. Vous avez certainement déjà vu la sélection de médicaments, c'est-à-dire qu'il faut faire cette sélection pour déterminer les produits dont on a réellement besoin par une grande partie ou une grande proportion de la population. Ces produits doivent être en bonne quantité et les bonnes quantités sont décidées, sont déterminées à travers les prévisions et ensuite à travers les quantifications, qui doivent être gardés dans de bonnes conditions, au bon endroit, au bon moment et au bon prix. Ces éléments-là, ces bons que vous voyez là, c'est ce que nous appelons les 6 bons. Ils sont à 6, comme vous le voyez devant, bons produits au milieu, en bonne quantité, conservés dans de bonnes conditions, mis au bon endroit, au bon moment. Au bon moment, c'est quand le patient en a besoin. Au bon prix, ça fait référence justement au coût abordable. Et comme vous le savez aujourd'hui, un certain nombre de pays ont décidé d'appliquer la stratégie de la couverture santé universelle en mettant des médicaments gratuitement, notamment pour les accouchements ou pour les enfants. Je pense que dans nos pays, dans certains de vos pays, vous avez ce genre de programme. Ça, c'est pour permettre justement que ce médicament devienne accessible aux cibles ou à la majorité des cibles qui sont concernées. Le suivant. Alors, ce qui est important de noter, c'est tous nos programmes que nous faisons actuellement. La quantification, elle est très importante. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de programme. Hein, aujourd'hui, même dans le domaine de VIH, si on parle aujourd'hui de la réduction de la mortalité liée au VIH, c'est parce que les antirétroviraux deviennent de plus en plus disponibles. Hein, c'est parce que ces produits sont là que maintenant, nous pouvons nous dire, voilà, nous avons des programmes qui visent les objectifs, in fine, comme nous le souhaitons, d'atteindre tous les patients qui, justement, sont affectés par cette pathologie. Il en est de même pour d'autres pathologies, la tuberculose, le paludisme, etc., etc. Donc, une bonne quantification contribue à sauver des vies par la réduction de la morbidité
Et dans nos pays, les produits pharmaceutiques constituent le plus souvent plus de 40% du budget de soins de santé. Donc, vous imaginez, lorsqu'on fait le budget de l'État, le budget du gouvernement ou des partenaires, vous allez remarquer que une bonne partie va aller aux produits de santé, aux médicaments. C'est le reste, les 60%, qui va probablement être utilisé pour les interventions de prévention, de sensibilisation, de formation. Voilà, donc, mais les 40% prennent les médicaments et à côté des médicaments, nous mettons aussi, bien entendu, les équipements, bien entendu. On peut passer. Alors, la quantification, elle est complexe. Ce que nous avons mis là, c'est l'évolution de la situation, notamment des antirétroviraux dans le monde. C'est un rapport de l'OMS qui a fait, en partant des changements des protocoles de prise en charge, les traitements, les protocoles thérapeutiques, pour faire remarquer, par exemple, que lorsqu'on est en train de suivre l'utilisation de 2 produits, bon, il y en a beaucoup là-bas, mais de 2 produits, c'est le cas de TDF, FTC et Favirenz, mais aussi TDF, 3TC et Favirenz, vous remarquez qu'il y a de variations très, très importantes. Par exemple, la combinaison TDF, FTC et Favirenz, qui avait un poids très important depuis 2014, qui a augmenté en 2015, 2016, 2017, a commencé à régresser. Ce produit a commencé à être de moins en moins utilisé. Hein, vous voyez, depuis le début, 2014, nous étions à 69% de patients qui étaient sur cette combinaison. En 2020, ils sont déjà à 33%. Et je pense, si nous regardons, si le même rapport est produit aujourd'hui, en 2023, certainement que vous verrez qu'il y a moins de 10%, sinon de 5% de personnes qui utilisent ce produit. Par contre, vous avez d'autres combinaisons qui apparaissent aujourd'hui et je pense que beaucoup de pays ont adopté l'intégration de la dolutegravir qui est aujourd'hui dans le traitement de la plupart. Donc, ce changement de protocole impacte sur la quantification. Parce que, juste à titre d'illustration, moi je suis basé en RDC et à la fin de l'année 2021-2022, il y a eu changement de protocole thérapeutique. Ce changement qui a fait introduire le dolutegravir a fait que, malheureusement, lorsque nous ne prévoyons pas des plans de contingence pour gérer ces changements, eh bien, la conséquence, elle est connue, c'est la péremption très importante de toutes les molécules qui étaient utilisées, mais parce que le protocole a changé, on ne les utilise pas. Nous avons chez nous, dans la plupart des centrales, des quantités astronomiques d'antirétroviraux qui sont périmés parce qu'on a cessé de les utiliser. Alors, nous qui sommes, vous qui êtes dans la quantification, vous devez anticiper ces éléments-là, notamment en mettant en place des documents de transition, de stratégie de transition pour ne pas, d'une part, perdre justement les bénéfices de ces médicaments par rapport aux autres, mais également penser à intégrer progressivement les nouvelles molécules sans qu'il y ait des interruptions très importantes. On peut avancer? Alors, ce qui est à savoir justement à cause, vous voyez déjà bien que le changement de protocole peut engendrer des conséquences, mais il y a aussi des erreurs de quantification que nous pouvons faire. Et on nous signale ici que dans un pays de taille moyenne, une erreur de quantification pour les antirétroviraux de 5% environ va occasionner, aura comme conséquence la destruction de produits en surstock, car la plupart des ARV expirent au bout de 2 ans. Alors, 2 ans, c'est compris entre le moment où les lots sont libérés chez le fabricant, transportés jusque dans le pays. Et habituellement, vous le savez, le produit il est
quand il arrive dans nos pays, il a déjà peut-être perdu le 1/3 de sa durée de vie. Donc, il peut perdre 4 mois, 5 mois, 6 mois hein, dans le transport, les dédouanements, le transport, la distribution dans le pays. Eh bien, quand on arrive à la fin, on peut se retrouver avec un produit qui a une validité de moins d'une année. Et donc, le risque est très important. Maintenant, il faut imaginer, par exemple, qu'on a fait une erreur de calcul de 5%, soit on peut se retrouver dans le premier cas de figure avec beaucoup de produits qui vont périmer parce qu'on n'en a pas besoin, mais également l'arrêt du traitement du fait de pénurie. Il y a de rupture de stock parce que nous avons calculé avec 5% de moins. Et là, on peut avoir plus de 1500 patients qui peuvent manquer de médicaments, entraînant un accroissement donc, de la morbidité. Ces gens vont tomber malades. Et malheureusement, ils peuvent aussi prendre des médicaments de manière inconsidérée. C'est peut-être des antirétroviraux qu'ils vont peut-être commencer à gérer en les utilisant sans suivre les posologies adéquates. Et cela va engendrer les résistances et éventuellement la mort de certains patients. Donc, vous voyez bien que la quantification a un rôle primordial parce que si elle est faite sans tenir compte des données, comme on va le voir, sans tenir compte de l'ensemble de besoins, de l'ensemble des conditions, de l'ensemble des critères, eh bien, on peut se retrouver justement dans des situations telles que venons de les énumérer. La suivante, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les principales méthodes de quantification? Nous avons la méthode basée sur la consommation, la méthode basée sur la mobilité, la méthode basée sur la consommation ajustée et la méthode de projection budgétaire au niveau des utilisateurs. Nous allons maintenant voir, on peut passer, voir chacune des méthodes ainsi que ses particularités. On peut passer. Prenons, on peut passer au suivant. Merci. Alors, la méthode de consommation, c'est une méthode basée sur l'utilisation en fait, des données consommées par le patient dans le passé. Donc, c'est la consommation de chaque produit dans le passé et qu'on extrapole pour le futur. Exemple, à la fin de l'année passée, c'est un exemple, l'année 2022, je suis dans un hôpital. Notre hôpital a consommé 1250 flacons d'amoxicilline injectable. Pendant la période, il n'y a pas eu de rupture de stock. Et pour la nouvelle année, mettons 2023 ou ce 2024, nous prévoyons qu'il y aura une augmentation de 5% de plus. Donc, normalement, c'est plus simple. Les besoins pour l'année suivante, c'est donc les 1250 flacons plus la quantité correspondant à 5% de plus. Le calcul, il est là. Ça nous donne donc 1313 flacons pour l'année suivante. Tout ce que nous avons fait, c'est prendre les consommations de l'année d'une molécule donnée et on ajoute 5%, ce qui nous donne 1313. Pour savoir combien on a ajouté, il suffit de prendre 1313 moins 1250 et vous avez le chiffre concernant ce qu'on a rajouté correspondant à 5%. On peut continuer? Alors, ça, c'était la méthode de consommation. Comme vous voyez, elle est très, très simple. Je voudrais ajouter qu'il y a aussi la méthode de consommation ajustée, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, ajustée aux ruptures de stock. Et là, la formule change parce qu'on intègre les paramètres liés aux ruptures de stock. Autrement dit, on prend les nombres de jours pour lesquels les ruptures de stock ont été identifiées, on les soustrait au nombre de jours de la période totale de consommation. Donc, quand on fait ces soustractions, eh bien, on réduit le biais engendré justement par les ruptures de stock. La deuxième méthode, c'est la méthode de mobilité. Elle se base sur l'estimation du nombre de patients pour une pathologie donnée. Elle consiste à multiplier le nombre estimé de patients par la quantité moyenne de médicaments nécessaires par patient. Donc, souvent utilisé pour
lorsque les données de consommation ne sont pas disponibles ou encore lorsqu'il y a introduction de nouveaux programmes ou de nouveaux sites. Donc, c'est très simple également. Enfin, c'est très simple, comme on peut le penser, mais ici, c'est le principe. Le principe, c'est que nous avons un nombre de patients qui doit être déterminé et fixé, et ce nombre de patients, nous savons le nombre, la quantité, la posologie que chaque patient doit prendre. Et ce que nous prenons, c'est prendre le nombre estimé de patients pour la période future, en considérant les données de la période antérieure, nous multiplions par justement la quantité que chaque patient doit consommer et multiplions par le nombre de patients attendus. Et donc ça nous donne la projection du nombre plutôt de la quantité de médicaments dont ces patients avaient besoin. Exemple, nous avons, on peut passer, je pense qu'il y a un exemple. Alors, exemple, la population de l'Indonésie est de 265 millions d'habitants. L'incidence de la tuberculose basée sur l'examen de crachat est de 183 par 100 000 habitants. Le taux de traitement des cas détectés est de 85%. Donc, on ne traite que 85% des cas qui ont été détectés sur les 100%. Et donc, si nous voulons savoir quelle est la quantité des antituberculeux ou d'un antituberculeux qu'on doit, ou d'une combinaison d'antituberculeux qu'on doit donner, eh bien, on prend les 265 millions multiplié par justement l'incidence, 183 sur 100 000, multiplié par les 85% de population qui sont concernées. Ça nous donne 412 208 patients qui nécessitent un traitement. Et après, les directives standards de traitement doivent être utilisées pour calculer la quantité de chaque médicament nécessaire pour ce patient. Donc là, étant donné que nous n'avons pas les données de consommation, eh bien, nous pouvons partir de l'incidence dans la population, mais en prenant les données nécessaires qui vont nous permettre d'arriver au chiffre qui est exact. OK? On peut passer? Alors, la méthode de consommation ajustée. J'ai parlé tout à l'heure d'une méthode de consommation ajustée, mais je précise qu'il s'agit de méthode de consommation ajustée aux ruptures de stock. Donc, celle-là, elle entre dans la méthode de consommation, mais celle-ci, c'est la méthode basée sur la consommation ajustée. Elle est appliquée lorsque aucune donnée fiable n'est disponible dans un pays ou une région. Elle utilise alors les données sur l'incidence, la consommation de médicaments ou la demande de l'utilisation de médicaments, ou encore la dépense pharmaceutique d'un système d'approvisionnement type d'un pays similaire. Ensuite, les données sont extrapolées au niveau de la couverture de la population. Donc, ici, on peut imaginer un pays où aucune donnée n'est disponible, où les données qui sont disponibles ne sont pas fiables. Si on les utilise pour la quantification, on peut avoir des problèmes, comme nous les avons cités tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un pays qui ressemble au nôtre. Ou lorsque nous sommes dans un pays, nous avons de régions ou de provinces. Si on fait la quantification d'une province, si cette province ne dispose pas de données fiables ou n'a pas du tout de données, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les données d'une province similaire qui, elle, dispose de données, et ces données sont également fiables. Eh bien, on va prendre ces données qu'on va travailler, faire la quantification et les appliquer sur la province ou le pays similaire qui n'a pas, elle, les données. Donc, méthode de la consommation ajustée, on va prendre les données d'une région ou d'un pays similaire pour pouvoir les appliquer dans nos conditions lorsqu'on se retrouve dans une situation où les données ne sont pas disponibles ou alors elles sont disponibles, mais elles ne sont pas bonnes. On peut passer? Prenons la diapositive suivante. OK.
Encore parti, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. OK. La troisième méthode, c'est la méthode basée sur la projection des niveaux de service. Cette méthode utilise le coût moyen de médicaments par jour ou par lit pour différents types d'établissements dans ces systèmes de référence pour le projeter dans les types d'installations similaires dans le système cible. Exemple, le coût moyen annuel du patient sous traitement des ARV de première ligne au Nigeria était d'environ 120 $ en 2011. La même année 2011, nous avons 432 285 patients qui étaient sous traitement. Donc, nous pouvons prendre le coût total, calculer le coût total de médicaments en mettant tout simplement 120 $ qui correspond au traitement moyen d'un patient, multiplié par le nombre de patients qui ont été identifiés ou qui ont été traités pendant la même période pour avoir 44 093 070 $ américains. Si le calcul budgétaire de la quantification utilise d'autres méthodes, et que ce chiffre est différent, on doit se poser beaucoup de questions. On peut passer? Alors, de tout ce que nous avons parlé tout à l'heure, il est essentiel de parler des données. Les données sont la clé concernant les quantifications. Chacune des 4 méthodes de quantification présente des forces et des faiblesses particulières et le choix des méthodes à utiliser est souvent dicté par la disponibilité de données de bonne qualité avec les ressources bien documentées. De savoir que avoir les données ne suffit pas. Il faut avoir des données de bonne qualité et surtout, chaque donnée doit avoir une source bien documentée. C'est très important pour pouvoir faire la quantification. Pour ceux qui font ce travail régulièrement, ils savent que lorsque j'ai l'habitude de faire des évaluations, lorsque je fais l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement dans un pays, et lorsque je regarde les aspects liés à la quantification, il me suffit tout simplement de prendre la partie concernant les hypothèses de travail, c'est-à-dire où sont les données, quelles sont les données qui ont été utilisées, et je vérifie si ces données disposent des sources fiables. Je vérifie également ces sources pour m'assurer que ces sources sont des sources valides ou valables. Si je regarde une quantification et je constate que les données qui ont été utilisées n'ont pas de sources, je ne regarde même pas le reste. Donc, les données est le point critique de toute quantification. On peut passer? Alors, dans les méthodes de quantification, vous savez que nous sommes à l'époque de l'électronique. Il existe plusieurs outils permettant justement de pouvoir vous aider à pouvoir faire les quantifications. Et un des premiers outils dans le cadre de VIH, c'est l'outil qu'on appelle l'outil CHAI, pour lequel j'ai mis la photo justement de là où les données doivent être placées. Donc, comme vous voyez dans ce fichier, vous allez voir qu'il y a plusieurs cases et à votre gauche, vous avez la liste de types de données qui doivent être renseignées. Par exemple, la date du début de la période de quantification, on doit pouvoir la mettre, ainsi que la date de fin de la quantification. Le nombre de patients actuellement sous ARV, on vous demande le nombre là, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, ainsi de suite. Et les données qui sont renseignées ici, il faut que vous ayez une page sur laquelle vous reprenez les sources de ces données-là. Les sources peuvent être de rapports, ça peut être des quantifications précédentes dûment validées, donc ça peut être
beaucoup de sources, mais il faut que ces sources soient également disponibles. Donc, avec l'outil Chai, qui est un outil que j'aime beaucoup, c'est un outil qui vous permet de calculer les besoins de chaque produit, mais également vous projeter sur le plan d'approvisionnement qui doit être fait. Le suivant. Quels sont les problèmes à considérer? C'est-à-dire les décisions clés qu'il faut prendre. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Voici les décisions clés dont il faut considérer. Lorsqu'on fait la quantification, il faut voir si on est centralisé ou décentralisé. La méthode, il faut décider si c'est une méthode manuelle ou informatisée. Si c'est informatisé, il s'agit des outils, Quantimed ou Chai, comme nous avons dit. Il faut choisir les méthodes. Nous venons de le faire, de les donner, donc les méthodes telles que nous les avons vues. Mais pour ce qui concerne les antirétroviraux, il faut déterminer le responsable du processus, qui gère, qui est responsable de la quantification, avec qui finance le processus, qui paiera le produit. Tout ça doit être bien fixé. Tout ça doit être connu et bien fixé à l'avance. Le suivant. Problème à considérer. Le temps à considérer. Dans le temps à consacrer, excusez-moi, il faut prévoir le développement et l'organisation de la liste de ces médicaments, la collecte des données sur les produits en cours de réapprovisionnement, la détermination de la durée couverte par le réapprovisionnement, il faut convenir des délais de livraison, il faut convenir du niveau de stock de sécurité, il faut ajuster pour perte, péremption et autres changements de données, il faut prendre des décisions en ce qui concerne la vérification des données qu'il faut croiser, s'accorder sur les prix de référence, quelle est la référence qu'on va utiliser, ajuster et s'accorder sur les quantités finales des produits. Suivant. Il faut développer la liste de ces médicaments, notamment des spécifications techniques. C'est notamment la description des médicaments, génériques ou de CI, forme galénique, comprimé, suppositoire, ampoule pour injection, le dosage, 5 mg, 50%, 10 mg par millilitre, etc., etc. Unité de base, nombre d'unités par emballage, prix d'achat anticipé par unité de base ou par unité d'emballage. Tout ça doit être connu avant. Ça fait partie des données disponibles et plutôt essentielles. Je vais passer. Planification de la quantification. Dans la planification de la quantification, il faut prévoir, comme nous l'avons dit plus haut, la nomination d'un responsable qui va gérer le processus. Il faut prévoir la formation d'un groupe de travail qu'on doit mettre en place. Il ne s'agit pas d'une personne qui va s'asseoir dans son bureau et dit « j'ai fait la quantification ». Il faut un groupe. Ce groupe doit définir les objectifs et la couverture de la quantification, l'examen de la disponibilité des données et le choix de la méthode, le développement des listes de médicaments et des formulaires de collecte de données, la disponibilité des directives standards de traitement, la formation des membres de l'équipe, le développement d'un plan de travail et un calendrier de quantification avec des délais réalistes. Tout cela, ce sont des conditions
dans le processus. La suivante. Il faut prévoir, toujours dans les étapes essentielles, la gestion du processus de quantification conformément au plan, donc s'assurer qu'au fur et à mesure que nous avançons, tout est respecté, les calendriers sont respectés et les étapes sont respectées. La communication de résultats au comité et aux gestionnaires concernés afin de discuter des hypothèses et des quantités finales, l'ajustement des quantités estimées selon les besoins, l'évaluation du processus de quantification pour planifier les améliorations et résoudre les problèmes rencontrés. On peut passer. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, si vous pouvez noter, on va en parler dans les discussions tout à l'heure. Si vous pouvez déjà réfléchir sur votre pays, donc vous allez nous dire, nous prendrons peut-être 3 ou 4 personnes, chacun dira si dans son pays, il existe un guide qui décrit l'ensemble de ces étapes. Et ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est responsable? Quelle est l'organisation qui est responsable dans votre pays de la quantification? On entend ici la quantification nationale de tous les médicaments. Il ne s'agit pas de la quantification des antirétroviraux seulement, des antituberculeux à part, mais est-ce que vous avez une organisation qui le fait pour l'ensemble du pays en une seule fois? Le suivant. Nous voyons maintenant le problème lié au délai de livraison. Le délai de livraison, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes qui sont très, très nécessaires. Et ces étapes, nous avons donné des cas de figure de certains pays, mais ce nombre de jours est variable selon le pays ainsi que les réalités. Ainsi donc, lorsqu'on est dans un pays, ici on vous montre la durée des étapes liées au délai de livraison. Lancer la commande, oui, c'est en un jour. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous avez fait votre commande, vous l'envoyez. Ensuite, pour que les médicaments arrivent, il faut qu'on ait obtenu les autorisations d'importation. La plupart des pays ont cette réglementation. Ensuite, il y a certainement des demandes de dérogation s'il s'agit des bailleurs qui financent. Il y a des demandes de dérogation qui peuvent prendre 15 jours, comme vous le voyez. La première étape, c'était lancer la commande. Le temps cumulé, c'est 1 jour. Deuxième étape, demander des autorisations, c'est 10 jours, ce qui fait au total 11. Demander des dérogations aux règles d'achat aux bailleurs, ça nous fait 15. Temps cumulé, ça fait 26. Délai de livraison du fournisseur, 45 jours, ça peut être plus. Le dédouanement, le transport, la livraison au site, 5 jours. Donc, quand on regarde le temps cumulé, ça nous fait 86 jours. Bon, ça c'est vraiment, pour un certain nombre de pays, c'est l'idéal. Hein? Mais nous avons des pays où ce nombre de jours peut atteindre même 3 ou 4 mois. On peut passer? Il faut estimer le coût d'achat. Certains paramètres sont indispensables dans les coûts d'achat de médicaments. Les coûts unitaires d'achat à travers les catalogues des agences internationales et des fournisseurs locaux. Il est important de ne pas oublier, il ne faut pas oublier d'intégrer ce qu'on appelle les Incoterms 2020, qui reprennent en fait le partage de coûts et de risques entre les vendeurs et l'acheteur. C'est très, 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 très important de mettre les Incoterms. Si vous ne mettez pas les Incoterms, vous allez avoir des problèmes parce que vous allez constater que vous aurez difficile à pouvoir taper sur, avoir des informations qui vous permettront d'avoir le médicament à temps. Certains paramètres sont indispensables dans les coûts d'achat. Les coûts unitaires, comme nous l'avons dit, à travers les catalogues, on va prendre, il existe beaucoup de fournisseurs internationaux, on prendra ces catalogues-là, mais bien vérifier à quel prix ils donnent. Est-ce que c'est des prix upsog, c'est-à-dire au sortie de l'usine? Est-ce que c'est des coûts... donc, il faut bien voir l'Incoterm qui est à côté et qui est souvent mentionné dans ces catalogues. Suivant. Donc, ce que nous avons fait là, c'est vraiment une synthèse. Mais pour ceux qui suivent le module, il y a beaucoup d'illustrations qui sont données dans les différents chapitres du module que vous pouvez retrouver aisément.
On peut aller. Quels sont les points d'attention? Il faut vérifier les résultats. Même si la bonne méthode de quantification a été utilisée avec toute la rigueur possible, le résultat sera imprécis du fait des problèmes de données. Nous insistons beaucoup là-dessus. Dans le meilleur des cas, les quantifications obtenues par des méthodes différentes devraient être similaires, mais cela n'arrive que rarement. Nous avons vu les 4 méthodes tout à l'heure. Donc, nous disons déjà que même si les données sont là, mais lorsqu'on utilise les différentes données pour ces 4 méthodes, on arrive rarement à des mêmes résultats, aux mêmes chiffres, ou des chiffres qui s'approchent. Les 2 résultats de quantification peuvent être évalués pour trouver lequel semble la plus réaliste, en considérant la fiabilité des données utilisées pour les produire. Autrement dit, lorsque vous faites les quantifications, il faut toujours utiliser 2 méthodes pour être sûr que vous n'allez pas vous retrouver avec des difficultés en choisissant une méthode qui pose problème. On peut aller? Vérifier les résultats. Ainsi, on vous donne quelques exemples. Lorsque la quantification par la méthode de consommation est plus élevée de 50% ou plus que la méthode de morbidité, il faut vérifier les données soigneusement. Source fiable de données, erreur, vol, détournement non enregistré. Lorsque la quantification par la méthode de consommation est plus élevée que celle de morbidité, mais la différence est supérieure à 50%, donc si données et sources fiables, utilisez la méthode de consommation, mais si les données et sources non fiables et incomplètes, utilisez la méthode de consommation ajustée. Donc ici, ce sont quelques astuces qu'on nous donne pour que nous partons déjà du principe que nous devons faire, lorsque nous faisons la quantification, il faut la faire sur 2 méthodes et comparer le résultat. Et ici, on vous donne la conduite à tenir lorsque vous êtes arrivé au résultat, comment est-ce qu'il faut comparer les 2 méthodes et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a des différences notables. Le suivant. Si l'estimation basée sur la morbidité est supérieure à l'estimation basée sur la consommation, et si les données et les sources sont fiables, utilisez la méthode basée sur la morbidité. Mais si les données et sources sont non fiables pour l'une ou les 2 méthodes, utilisez la méthode de consommation ajustée. Voilà. Donc ça, ce sont des conduites à tenir qu'on vous donne pour vous permettre justement d'avancer sur quel est le choix que vous devez faire pour vous rapprocher de la réalité. Suivant. Alors, donc, nous avions dit au début que ce n'est pas nouveau, en tout cas, la quantification, on l'a fait, nous la faisons dans nos maisons régulièrement. Il y a déjà de la documentation qui existe, déjà 82, avec le Managing Access to Medicines and Health Technology. Nous avons notamment l'estimation de besoins en médicaments, le manuel, donc, Handbook logistique produit par DSI. Donc, nous avons tout cela délivré plutôt, Project. Tous ces documents peuvent vous permettre de vous donner toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser une quantification adéquate. Suivant. Voilà. Nous avons ainsi terminé. Je pense que nous sommes dans le temps. Il nous restera peut-être quelques minutes pour pouvoir faire les discussions. Donc, avant que les questions ne soient posées, j'ai posé tout à l'heure 2 questions. La première, c'est de savoir, dans vos pays, est-ce que vous avez un document, un manuel, un guide qui vous permet de pouvoir suivre un processus de quantification, ça peut être un manuel de procédure, pour une quantification nationale. Nationale, ça veut dire que vous faites la quantification de l'ensemble de produits au même moment avec un calendrier. Deuxième question, est-ce que vous avez une organisation, une entité ou un service qui, justement, est responsable de l'ensemble du processus? Voilà, nous pouvons prendre 5 minutes pour pouvoir, pour les pays. Donc, vous pouvez prendre la parole à ce niveau. Vous levez la main, on vous donne la parole et vous nous dites
est-ce que les réponses à ces questions, est-ce que vous avez ces réponses dans vos pays? Merci beaucoup, Prena. Et la parole, nous pouvons la donner aux participants. Il a énuméré 4 méthodes de quantification. Maintenant, j'aimerais savoir, parmi les 4 méthodes, quelle est la mieux indiquée pour la quantification des produits de santé de reproduction? Bonsoir à tous et merci à M. Franck pour cette présentation. Moi, j'ai juste une question à propos de la méthode basée sur la consommation. On a dit que cette méthode pour la quantification, c'est une consommation sur un certain nombre de périodes sur laquelle on rajoute 5%. Et un peu loin, vous avez dit dans les présentations les temps à considérer. Et dans les temps à considérer, on a énuméré, par exemple, les stocks de sécurité, les délais de livraison, la période de sécurité. Maintenant, ma question était de savoir, dans les 5%, est-ce que ces délais de livraison, stock de sécurité, périodicité, tout ça, ça fait partie des 5%? Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Bonjour. 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 Je suis Wilson Révillon. Je vous suis depuis Haïti. Je suis un cadre de la direction de la pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle du ministère de la Santé publique depuis Haïti. Moi, je n'ai pas une question, mais de préférence une intervention, ou bien pour lesquelles je solliciterai des conseils. Par exemple, et quand le présentateur a présenté le draft pour montrer, voilà, donc l'évolution de l'utilisation des ARV et depuis, voilà, quelques années jusqu'à 2020. Maintenant, il nous a invités, quand on va faire la quantification, de suivre l'évolution de l'utilisation pour savoir quand est-ce qu'une molécule n'est plus utilisée et pour pouvoir en tenir compte quand on va faire la quantification ou bien la prévision des besoins. Maintenant, le gros problème que nous avons certaines fois, c'est un problème de communication. C'est-à-dire, on peut acheter un stock de produits donc, qui était utilisé dans le protocole et puis 1 an ou 2 ans, 1 an, et puis on change ce protocole et ce médicament qui a été quantifié pour lequel on avait fait une quantification précédemment, on est obligé de ne plus utiliser, voilà, ce stock et qui appelle à être expiré. Maintenant, je pense assez souvent le problème n'est pas de notre côté, c'est un problème des décisions qui viennent pas de notre pays, mais de l'échelle internationale, qui ne tient pas compte, voilà, donc de la vitesse ou de la quantité de médicaments ou bien de temps. On ne se tient pas compte qu'il faut un temps, voilà, pour pouvoir intégrer une autre molécule. Et puis, bon, on a déjà acheté un stock et puis le stock a expiré. Donc, du coup, ça nous pose problème. Donc, qu'est-ce que le présentateur peut nous conseiller pour éviter qu'on tombe dans cette situation ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir donc une pareille situation? J'ai une petite question. Je prends le cas, Monsieur Franck, le pharmacien Franck Biaï. Merci pour la présentation. Alors, ma question s'adresse à Monsieur Franck pour dire que c'est concernant la méthode de quantification par la morbidité, méthode de la morbidité. Bon, j'ai bien compris la méthode, même dans le cours, mais j'ai un petit souci quand il faut appliquer cette méthode pour le produit qui sont d'usage, qui sont utilisés pour plusieurs épisodes, par exemple le paracétamol. Oui, je disais que quand on est pour les cas de VIH ou pour les cas de la tuberculose, c'est plus facile parce que là, on voit seulement le nombre d'épisodes que nous avons.
on regarde la posologie et la durée du traitement, on peut déduire la quantité qu'il faut. Mais pour le cas, par exemple, du paracétamol, où on sait que le produit peut être utilisé pour plusieurs pathologies. Maintenant, je ne sais pas pour ce genre de cas, comment il faut faire la quantification, sachant que le paracétamol peut être utilisé pour le cas de palu, donc c'est-à-dire que le palu entraînerait la fièvre. On peut utiliser le paracétamol pour le cas d'une infection orale, urinaire. Le paracétamol peut être utilisé parce que l'infection pourrait entraîner aussi la fièvre. Donc, il y a plusieurs cas où on peut utiliser du paracétamol, mais dans ces cas, comment il faut utiliser la méthode basée sur la morbidité? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Monsieur Biaï, parole à vous. Merci beaucoup. Je commencerai par le dernier intervenant. Lorsque vous faites la quantification, vous la faites, mettons par la méthode de morbidité, en partant des hypothèses. Donc, les hypothèses partent de types de pathologies. Il s'agit, par exemple, du paludisme. Est-ce qu'il y a la fièvre? Oui. Donc, vous devez faire la liste de tous les produits nécessaires pour traiter ce cas du paludisme. S'il s'agit d'autres pathologies, fièvre, typhoïde et les autres, vous devez mettre la liste de tous les produits. Vous calculez l'ensemble de produits comme si c'était un cas, vraiment un cas. C'est quand vous avez fait la sommation de tous les paracétamols, de tous les produits, plutôt tous les paracétamols pour l'ensemble de pathologies, que vous pouvez revenir si vous avez les données qui peuvent vous permettre de savoir dans cette population cible, cette population de tous ces patients, quelle est la proportion de patients qui se retrouvent avec 2 ou 3 pathologies et donc qui prennent le paracétamol une fois pour soigner par exemple le paludisme et la fièvre typhoïde. Il faut que vous disposiez de ces données-là, de cette proportion pour pouvoir faire la soustraction et vous assurer que vous n'allez pas quantifier en excès. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cela. Pour le collègue d'Haïti, je peux vous dire que ça dépend, c'est vraiment un problème lié au leadership du pays. Le pays doit avoir un protocole et tout changement de protocole doit se faire quand le pays le décide. Je sais que nous avons habituellement l'OMS, quand il a sorti un nouveau guide, eh bien, ce guide nous amène à pouvoir changer les nôtres. Et nous avons les pressions des bailleurs qui continuent, qui peuvent vous dire, voilà, nous ne pouvons pas acheter des médicaments parce que ça ne respecte plus le protocole de l'OMS. Ça nous arrive à tous. Mais ce qui est important, c'est, connaissant ces risques-là, vous devez mettre en place, en fait, un mécanisme de contingence ou de gestion de transition. Il faut l'écrire. Si jamais le protocole changeait après une année, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut que cela soit écrit. Et à ce moment-là, si vous avez déjà écrit cela, ça vous permet de pouvoir discuter avec les partenaires et négocier. Concernant la question sur la méthode de consommation avec les 5%, il faut noter que les 5%, c'est la projection que vous faites en mettant comme hypothèse que l'année prochaine, j'aurai plus de patients que l'année qui vient de s'écouler. Donc, lorsque vous allez voir la méthode en détail, ici, comme nous l'avons dit, on fait ici cette quantification. Vous devez ajouter les paramètres liés justement au stock disponible et utilisable, le stock de sécurité. Vous devez en tenir compte dans la quantification. Ici, on vous a donné le principe, tout simplement. Donc, les 5%, c'est vous décidez, vous dites, par exemple, l'année prochaine, ma population là aura augmenté de 5%. Donc, il faut les compter dans la quantification que je suis en train de faire. Ça n'a rien à voir avec les autres paramètres que vous devez mettre dans la quantification. Donc, les 5%, c'est comme pour dire, voilà, l'année prochaine, la population aura augmenté. La population, j'aurai à gérer une population augmentée de 5%. Voilà ce que je peux vous dire. Concernant la méthode, la première question, je ne sais pas si je l'avais très bien, pour la santé de la reproduction. Dans les produits de la santé de la reproduction, nous avons les produits de la planification familiale,
Mais nous avons également les produits, c'est presque tous les médicaments essentiels. Donc, les méthodes restent les mêmes avec les outils qui sont disponibles que vous allez utiliser selon les catégories de médicaments. Il y a un outil qu'on utilise pour les produits de la planification familiale. Je pense qu'il a été conçu par l'UNFPA, je pense. Vous l'utilisez pour pouvoir faire les contraceptifs. Il y a d'autres produits, l'ocytocine, misoprostol, voilà, le sulfate de magnésium. Tout cela, il y a des outils pour cela et donc il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qui peut faire la différence, c'est peut-être l'outil que vous aurez monté qui va vous demander un certain nombre de types de données pour vous permettre de pouvoir avancer. Voilà ce que je peux dire. Je vois dans le chat, est-il possible d'avoir les outils de quantification ARV Chai? Oui, ça, nous pouvons vous le partager, il n'y a pas de problème. Quantimed, c'est un outil en web. Donc, ce n'est pas un outil Excel, c'est un outil en web. Il faut s'inscrire, vous y entrez, on doit vous former à l'utilisation. Donc, ce n'est pas un outil papier ou un outil Excel. Alors, quels sont les risques d'erreur liés à la quantification par la méthode basée sur la consommation ajustée et quelles sont les mesures de prendre en amont pour réduire ces erreurs, par conséquent éviter les pertes? Je pense que nous avons dit tout à l'heure que lorsque vous faites la quantification, il vaut mieux utiliser deux méthodes et ensuite comparer les résultats. Après avoir comparé le résultat, nous vous avons donné la conduite ou les conduites à tenir. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque telle méthode est supérieure de celle-ci à tel pourcentage? Donc, il faut comprendre ça de cette manière. Si vous utilisez une seule méthode, vous aurez bien sûr des difficultés, vous ne saurez pas si vous êtes loin ou près de la réalité. Donc, utilisez deux méthodes afin de pouvoir arriver à comparer et à prendre la meilleure décision. Chaque méthode, les risques d'erreur sont liés essentiellement aux données, essentiellement. Donc, vous avez les données de bonne qualité, vous ferez une bonne quantification. Vous avez des données non fiables, vous ferez une mauvaise quantification. Voilà les réponses que je peux vous donner en rapport à... Oui, allez-y. Voilà, je demandais en matière de quantification, c'est-à-dire en matière du module de quantification. Quelles sont les perspectives lorsqu'on va finir ce cours? Tout à l'heure, j'ai un collègue qui demandait s'il y avait des cours en privé pour aller en profondeur. Donc, est-ce qu'on peut avoir des spécialistes même en quantification et quelles sont les chances qu'on a justement de consultance dans la sous-région ou bien dans d'autres pays? Voilà. Merci beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà passé ce module, mais si vous y êtes déjà passé, certainement que vous avez vu, on donne même des outils, on explique avec beaucoup de détails ce processus ainsi que les outils et la manière dont il faut les utiliser. Donc, les perspectives, oui, les perspectives sont là parce que moi, je vois par exemple que chaque 3 ans, la plupart de nos pays écrivent des subventions Fonds mondial et dans ces subventions, on demande toujours des spécialistes en gestion des achats et des stocks qui maîtrisent la quantification, tous les 3 ans. Cet exercice est en train d'être fait cette année pour les subventions qui vont venir pour plusieurs pays à partir de 2024 jusqu'en 2026. Donc, les perspectives sont là, y compris aussi pour d'autres projets de la Banque mondiale et ainsi de suite. Je vois une question sur les ruptures de stock, de revenir sur la quantification ajustée aux ruptures de stock. Bon, ce que je vais faire, c'est je vous partagerai un document dans lequel on donne la formule de manière détaillée pour que vous puissiez voir quelles sont les données qui sont nécessaires pour pouvoir le faire.